d'anatomie pathologique, donc qui est intégré à votre module de gynécologie. Vous savez, là, ça m'embête parce qu'il y a les... Donc, je m'appelle professeur Jenman et je travaille au CHU de Bab-el-Oued en tant que pathologiste. Donc, ce que j'ai proposé au docteur Boussa, c'est de pouvoir vous faire les rappels sur la technique histologique, éventuellement de revoir les premiers cours qui vous ont été envoyés par vos enseignants. En fait, ce sont vos enseignants qui étaient censés vous prendre en charge en séance de travaux, de travaux dirigés, en présentiel. Ce qu'ils ont fait, c'est que les cours ont été, ont été complétés donc, avec un support audio pour pouvoir vous expliquer un petit peu les slides. Mais ce n'est pas grave, moi je vais quand même vous les refaire si vous voulez. Et éventuellement, à la fin, je vous laisse un quart d'heure à 20 minutes. Comme ça, vous pourrez poser des questions. Donc, on fera les techniques histologiques, la pathologie du col et celle du corps utérin. Et on verra jeudi, on avait convenu de jeudi, les autres cours. Et je vous enverrai à la fin une capsule dans laquelle j'ai fait un petit résumé de l'essentiel que vous devez connaître en anatomie pathologique, sur le plan gynécologique. Alors, je commence. Alors, technique histologique, normalement, ce sont des prérequis, ce sont des choses que vous avez déjà vues en 3e année de médecine. Alors, ça ne veut pas passer. Alors, ce que c'est que l'anapathe, vous savez ce que c'est. L'anapathe, c'est étudier les tissus ou les maladies donc avec les yeux, donc sur le plan macroscopique à l'œil nu et au microscope. Donc, c'est toujours la vue qui est mise en jeu. Alors, quel est le rôle de l'anatomopathologiste? D'abord, il a un rôle dans le diagnostic. Il a un rôle dans le diagnostic. Il faut qu'il fasse donc une étude minutieuse pour aboutir à affiner son diagnostic et aboutir donc à une maladie, à une étiologie de cette maladie. Il a aussi un rôle dans le pronostic, en particulier quand il s'agit de pathologies cancéreuses, puisque dans les pathologies cancéreuses, les facteurs histopronostiques, ça passe tout seul, les facteurs histopronostiques, donc les facteurs histopronostiques sont importants. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, je suis obligée de... Ouais, je vois. Je refais. Je pense qu'il doit y avoir un problème de connexion à partir de mon ordi. Il y a un problème de connexion. Vous savez, la connexion n'est pas bonne. Donc, alors, je disais qu'il a un problème. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend. Juste par la Très diapo. bien. Donc, je continue. C'est pas grave, les diapos vont venir. Donc, le pathologiste a un rôle dans le diagnostic, dans le pronostic et dans l'évaluation de la réponse thérapeutique. Donc, le pronostic, c'est quoi? C'est que en pathologie tumorale, le pathologiste va mettre en évidence tous les facteurs histologiques qui vont pouvoir stader ce patient sur le plan clinique pour pouvoir adapter le traitement. C'est-à-dire que quand je donne un diagnostic, sur le plan histologique, il y a des éléments qui sont importants pour stader ce malade. C'est quoi? C'est la stadification PTNM, c'est parfois le grading. Tout ça, ce sont des éléments. Donc, il faut que dans son diagnostic, dans son compte rendu anatomopathologique, il fasse sortir tous ces éléments. Et également, il faut qu'il évalue les effets thérapeutiques. Par exemple, si on a un cancer du sein, si un cancer est traité,
c'est-à-dire qu'on donne une chimiothérapie néoadjuvante. Donc, au bout de ce traitement, on fait une mastectomie et le pathologiste va regarder est-ce que cette chimiothérapie a fait de l'effet ou pas. Ce sont les effets thérapeutiques. Et là aussi, on donne une stadification avec un Y, pas avec un P. Alors, quel est le matériel qu'on étudie en anapath? Ce sont des tissus et des cellules. Les tissus, donc, ce sont soit des biopsies ou des pièces opératoires, et les cellules, c'est ce qu'on appelle la cytologie. On va étudier la cellule toute seule, isolée des autres cellules. Donc, l'étude cytologique en pathologie gynécologique, ce sont les frottis cervicaux utérins, FCU, et les ponctions mammaires. On peut avoir aussi à étudier les cytologies du péritoine quand il y a des acides. Alors, on va commencer par le matériel tissulaire. Alors là, c'est une diapo qui est très importante, donc j'insiste. Les prélèvements tissulaires, il y a différents types de fixation. Il faut savoir qu'il y a une exception, c'est l'examen extemporané. C'est un examen qui est fait dans le cadre de l'urgence par le pathologiste à la demande du chirurgien pour pouvoir le guider dans son attitude thérapeutique, dans son geste chirurgical. Est-ce qu'il faut qu'il soit plus large? Est-ce qu'il a assez enlevé de tumeurs? Est-ce que la tumeur qu'il a enlevée, est-ce qu'elle est bénigne ou maligne? Et dans ces cas-là, le fragment est acheminé très rapidement au laboratoire d'anapath et il doit être impérativement frais. On ne doit pas fixer le prélèvement qui est normalement destiné à l'examen extemporané. Autre type de prélèvement tissulaire, ce sont les examens qui doivent être adressés pour la routine. Et là, il faut fixer. La fixation est impérative. Elle doit être immédiate. Dès qu'on a fait le prélèvement, on doit le fixer, que ce soit des biopsies ou des pièces opératoires. Le fixateur, c'est le formalin 4%. Et éviter surtout le liquide de bois est à proscrire. Pourquoi? Parce qu'il altère les sites antigéniques. Or, ces sites antigéniques, on peut en avoir besoin pour l'examen immunohistochimique, qui est un examen basé sur la réaction antigène-anticorps. Donc, proscrire le liquide de bois, et c'est le formal à 4%. Attention, c'est une diapo importante. Alors, pour ce qui est des pièces opératoires, les pièces opératoires, elles sont grosses. Ce sont des pièces d'hystérectomie, de mastectomie, de tumorectomie. Donc, ce sont des grosses pièces opératoires. Et dans ces cas-là, le pathologiste va faire ce qu'on appelle un examen macroscopique. Le matériel, donc, ça peut être des hystérectomies. Et je pense que vous savez ce que c'est qu'une hystérectomie. C'est enlever l'utérus. Alors, pour la dénomination, il faut faire la différence entre une hystérectomie totale, où on a enlevé donc l'utérus et le col, et une hystérectomie subtotale où on a enlevé l'utérus sans le col. Donc, le col reste en place. L'hystérectomie peut être totale ou subtotale. Elle peut être interannexielle ou avec annexectomie. Interannexielle, c'est-à-dire qu'on n'enlève que l'utérus sans les annexes. Avec annexectomie, ça veut dire qu'on a enlevé tout l'utérus avec les annexes. Là, c'est très important. Donc, le matériel qui bénéficie d'un examen macroscopique peut être aussi des tumorectomies ou des kystectomies si on est au niveau des ovaires. Pour le sein, donc, il peut s'agir de microbiopsie, de tumorectomie ou de mastectomie avec curage ganglionnaire. Alors, pour les pièces opératoires, bien sûr, il faut les décrire, il faut montrer l'aspect, il faut la consistance, on peut éventuellement le peser. Tout ça, donc on doit décrire tout ce qu'on voit. Il faut aussi décrire les rapports de la lésion avec l'organe, échantillonner et mettre en cassette ensuite la technique histologique usuelle. Pour ce qui est des biopsies, donc il peut s'agir de matériel de curetage, de biopsie, donc on donne le nombre, la taille, et éventuellement, s'il y a très peu de matériel, on doit inclure en totalité. Alors, l'examen, là aussi, c'est une diapo qui est importante. L'examen extemporané, donc, permet d'établir le diagnostic, permet d'orienter l'acte chirurgical du gynécologue, permet d'évaluer les limites d'exérèse, et bien sûr déterminer si le prélèvement est suffisant pour le diagnostic. Il permet aussi, donc là, établir le diagnostic, et là, je vais préciser que c'est lorsque
le chirurgien opère sans savoir si la tumeur est bénigne ou maligne. Donc, il envoie vite au pathologiste pour qu'il lui dise si c'est bénin, donc il va faire juste une tumorectomie. Si c'est malin, il va être beaucoup plus large. Éventuellement, si c'est dans le cadre d'une lésion mammaire, enlever tout le sein ou tout l'utérus ou compléter par un curage ganglionnaire. Si on est dans une tumeur donc, de l'utérus ou du col. Alors, la technique d'immunohistochimie, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, elle repose sur la réaction antigène-anticorps. Voici un exemple d'examen immunohistochimique, donc sur un bloc de paraffine, donc c'est la cytokératine 7, donc ce que vous voyez en marron, c'est la réaction qui nous paraît, nous, au microscope, marron. Ça veut dire que la cytokératine 7 marque les tissus épithéliaux. Ça veut dire que cette tumeur que je vois, ces boyaux, c'est une tumeur épithéliale. Alors, l'étude histologique, donc l'étude histologique, elle est basée sur les techniques usuelles avec coloration lématéine et eosine, avec des colorations spéciales éventuellement pour évaluer s'il y a beaucoup de collagène. Donc, on fait une coloration au trichrome de Masson. S'il y a, par exemple, une sécrétion, donc dans ces cas-là, on fera un bleu halcyon. Donc, en fonction de ce qu'on recherche, on pourra utiliser les techniques de coloration spéciale que l'on appelle aussi, c'est à moi que vous vous adressez? Donc, les colorations spéciales, ce sont des colorations histochimiques. La technique d'immunohistochimie, c'est ce dont je vous parlais maintenant. Donc, les techniques un peu plus poussées pour pouvoir reconnaître un tissu, par exemple, lorsqu'il est tumoral et qu'on ne sait pas si c'est une tumeur, par exemple, c'est une tumeur musculaire ou une tumeur fibreuse ou une tumeur, vous voyez, donc dans ces cas-là, on utilise un anticorps adéquat pour pouvoir reconnaître le tissu. Donc, tout ça permet d'aboutir à un examen donc un diagnostic anatomopathologique. Alors, le matériel cellulaire, là, c'est important. D'abord, premier type de tumeur, premier type d'études cytologiques, ce sont les FCU, c'est-à-dire frottis cervico-utérins. Donc, la cytologie, c'est un examen qui permet donc de recueillir des cellules par grattage et de les étudier au microscope. On va étudier le cytoplasme de ces cellules. De quelle coloration il est? Est-ce qu'il contient des sécrétions ou pas? Et bien sûr, le noyau, est-ce qu'il est gros, petit, quelle est sa taille par rapport à la norme? Deux techniques de frottis cervico-utérin. Il y a la technique usuelle, conventionnelle, et la technique en phase liquide, qui est une technique automatisée. Alors, la technique usuelle, c'est la technique de base, c'est la technique la moins chère, c'est la technique qui est utilisée dans la majorité des pays, qui ne nécessite pas beaucoup de moyens et qui n'est pas très coûteuse. Elle consiste donc, il suffit d'avoir une spatule, même pas une spatule d'air, juste un abaisse-langue et deux lames, un microscope, deux bacs de coloration et on peut faire un examen cytologique. Vous savez que l'examen cytologique permet, donc dans le cadre du dépistage du cancer du col, permet de faire le diagnostic des lésions qui précèdent ce cancer. D'autant que ce qu'on va voir maintenant, c'est un cancer qui met du temps à apparaître. Donc, on a le temps de détecter les lésions avant l'apparition du cancer. Les prélèvements donc, se font, et c'est très important pour vous parce qu'il y en a qui vont être généralistes et qui vont être dans des structures éloignées de la capitale et qui peuvent aussi aider la population locale. Donc, le prélèvement se fait grâce à une spatule. Ici, c'est une spatule assez spéciale que l'on appelle spatule d'air. Elle a deux bords, donc un bord un peu plus long qui permet de rentrer dans l'orifice cervical externe et de ramener la jonction endocol-exocol. Et ici aussi, on peut utiliser des petites brosses qui permettent, donc des petites brosses toutes fines, qui rentrent dans l'orifice cervical et qui vont gratter les cellules au niveau de la jonction endo-exocol. Cette jonction est importante parce que c'est une zone d'affrontement
entre deux épithéliums qui sont différents, l'exocole qui est en contact avec l'extérieur et qui est fait de plusieurs couches, c'est un épithélium pavimenteux épais qui permet donc de résister donc à l'extérieur, donc aux infections, donc aux réactions externes, et l'épithélium endocervical qui est un épithélium unistratifié, il y a une seule couche endocervicale cylindrique. Donc au niveau de la jonction de ces deux épithéliums, il y a un affrontement et c'est une zone de faiblesse. C'est au niveau de cette zone que vont se nicher les lésions précancéreuses. Donc, lorsqu'on fait notre frottis, il faut impérativement être sûr d'avoir ramené cette zone. Alors, l'exocole, grâce à une spatule d'air pour faire le prélèvement, on fait ça c'est juste pour vous montrer la technique de prélèvement. On fait une rotation complète à 360 degrés et on essaye de racler, ensuite ramener cette spatule et étaler. Pour ce qui est de l'endocole, donc on peut faire un ramonage avec un écouvillon, donc avec cette cytobrosse. On va étaler après sur une lame. Donc, on étale ce qu'on a ramené sur une lame avec un mouvement rectiligne. Il faut que ce soit des mouvements qui soient réguliers pour pouvoir bien étaler et ne pas écraser les cellules. Voici le mouvement avec comment on étale sur une lame donc, avec la brosse. Alors là, je vous ai mis exprès la flèche. Ici, c'est le fixateur. Donc, le frottis cervico-utérin, on le fixe avec ce qu'on appelle un cytospray. Donc, c'est un spray qui est constitué d'un mélange d'alcool et d'éther. On peut aussi utiliser la laque à cheveux. Alors, la distance, donc vous voyez ici la lame, donc le cytotechnicien est en train de fixer. Donc, vous avez la lame, vous avez le cytospray et vous devez impérativement garder une distance de 20 cm pour ne pas, si vous vous rapprochez trop, c'est comme de l'eau qui va être projetée sur la lame et qui va faire que les cellules vont tomber. Donc, il faut impérativement garder cette distance. La coloration standard, c'est celle de Papa Nicolaou. Bon, je vous passe, ça, ce sont des détails. Elle se fait grâce à l'hématoxyline de Harris et à l'oranger G. Ça, c'est pas… Le résultat, voilà ce qu'on voit au microscope. Donc, on voit des petites cellules, donc avec des noyaux et des cellules qui sont colorées différemment. En fait, c'est en fonction de leur richesse en glycogène. Donc, ce que vous voyez en rose, ce sont les cellules superficielles et en bleu, ce sont les cellules intermédiaires. Et ça, c'est le fond. Tout ce que vous voyez en blanc, c'est le fond. Si c'est inflammatoire, vous allez retrouver beaucoup de cellules inflammatoires, des polynucléaires, des macrophages. Et là, en fait, nous, ce qu'on recherche, c'est la taille de ce noyau. Est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est petit? Et éventuellement, au niveau du fond, on recherche… attendez, il est un peu bas. Voilà. Et là, c'est mieux. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on recherche au niveau du fond? On recherche par exemple, du trichomonas, des parasites, des bactéries, des virus. Donc, tout ça sera recherché au niveau du fond. Alors, deuxième technique, c'est la technique, bien sûr, innovante. Je voulais absolument vous en parler. Il faut que vous soyez au courant des nouveautés. La technique en phase liquide, c'est quoi? C'est la même chose. Donc, vous voyez ici, c'est la même technique. On a une brosse. Donc, on racle, qu'on introduit au niveau de l'orifice cervical. On racle, on peut utiliser aussi la spatule d'air. Et ce qu'on va faire, c'est que tout ça se passe dans le bureau du gynécologue ou bien du généraliste. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas étaler sur une lame. Il va directement ouvrir ici un petit flacon qui contient un fixateur. Il va rincer ce qu'il a ramené. Il va refermer. Il va envoyer le flacon directement au laboratoire d'anatomie pathologique. Ce flacon va bénéficier, donc, dès qu'il arrive, donc nous, on enlève le bouchon, on le met dans un appareil et les cellules qui ont été ramenées vont être rincées. Elles vont se rincer automatiquement dans ce fixateur. Et ce fixateur, il va avoir quelque chose de magnifique. Il va enlever tout ce qui est inflammation, tout ce qui est mucus. Et nous, ce qu'on va avoir, c'est que les cellules vont être aspirées et elles vont être collées directement sur une lame. Et ce sera une seule lame qui va être examinée.
les détails cellulaires sont magnifiques puisqu'ils ne vont pas être altérés par l'inflammation, par l'hémorragie, par le mucus, et on verra beaucoup mieux les détails nucléaires. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, voilà le résultat. Donc, voici la lame. Voilà ce on aboutit à un spot de cellules. Et vous voyez que c'est magnifique puisque c'est clair et net, qu'on voit bien le noyau. Le détail nucléaire, ici on voit bien un foyer de métaplasie avec des noyaux et une chromatine qui est un petit peu, visible, elle est un petit peu motée. Le résultat, donc, on formule les résultats selon le système de Bethesda, ça il faut le savoir. Le système de Bethesda qui repose sur le type de prélèvement, la qualité du prélèvement. Donc, on doit donner une classification générale, on doit donner une conclusion sous forme d'interprétation et bien sûr dire s'il y a eu des techniques complémentaires. Les techniques complémentaires, par exemple, un typage HPV. Alors, ce que j'ai omis de vous dire tout à l'heure, c'est que quand on a, ce qui est bien dans la technique en phase liquide, c'est que dans le flacon, si on a utilisé une lame pour regarder, rechercher par exemple des lésions prénéoplasiques, si on a vu une lésion virale, on peut éventuellement compléter, puisqu'on a encore un échantillon, on peut compléter par une étude, une étude virologique en recherchant le type de virus. Est-ce que c'est un virus, surtout dans les virus HPV, est-ce que c'est un virus qui est oncogène, qui va donner donc naissance qui va, si vous voulez, évoluer, donner naissance à des lésions plus graves, ce qu'on appelle les lésions de haut grade, et éventuellement un cancer infiltrant, ou si c'est un virus qui est gentil, il est là, donc c'est la même famille, mais il y a des gentils et des méchants, comme dans toutes les familles. Donc, le virus gentil, si on fait un typage HPV, qu'on voit que c'est un virus gentil, on laisse tranquille la dame. Par contre, si c'est un virus méchant, oncogène, dans ces cas-là, on va prendre en charge la patiente. Donc, on peut faire une conisation, on peut la surveiller. Donc, ce sera selon le cas. Alors, la classification actuelle, c'est celle de Bethesda, mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs classifications, celle de Papanicolaou, celle de Regan, celle de Richard. Donc, Papanicolaou en 5 classes, Regan, donc, identifiait les dysplasies en fonction donc, de leur intensité, légère, modérée, sévère, jusqu'au CIS, c'est-à-dire carcinome in situ. Richard, donc, il identifiait donc, les CIN, les néoplasies intracervicales, donc une, deux ou trois, selon la sévérité également. Donc, voici le formulaire sur lequel on répond. Donc, c'est un formulaire qui est basé sur le système de Bethesda. Je ne dis pas classification, mais plutôt système. Sur le système de Bethesda, ça c'est le formulaire algérien, donc édité par le ministère de la Santé. Donc, le numéro du frottis. Et puis, vous voyez la qualité du prélèvement, le résultat, donc donné, est-ce que le frottis est pathologique ou pas, la conclusion ici et les recommandations. Bien sûr, les techniques, d'autres techniques donc, ne sont pas mentionnées sur ce formulaire, mais il faut savoir qu'on peut rajouter un petit mot ici pour dire si ce prélèvement a bénéficié d'une technique complémentaire ou pas. On passe donc à la cytologie. Donc, on a vu la cytologie cervico-utérine. Maintenant, on va voir la cytologie mammaire. C'est une cytologie qui se fait par ponction à l'aiguille fine. Toute masse palpable donc, doit bénéficier d'une ponction cytologique. Il faut savoir que maintenant, cette cytologie a un petit peu, donc on l'utilise plus autant qu'avant, puisque maintenant, on fait ce qu'on appelle les microbiopsies et qui permettent, donc sur un tout petit échantillon, de pouvoir déjà faire, en plus de faire le diagnostic, faire déjà la recherche des récepteurs hormonaux, donc le profil hormonal de la tumeur, et éventuellement voir si la patiente est éligible au traitement au trastuzumab. Donc, à la recherche, on recherche ce qu'on appelle une thérapie ciblée, rechercher sur la tumeur, est-ce qu'elle exprime le récepteur HER2 ou pas. Donc, vous voyez, maintenant, elle n'a plus trop de place, mais je vous en parle quand même parce que
à un moment donné, on l'utilisait beaucoup. Donc, c'est une ponction qui se fait à l'aiguille par aspiration. Donc, on peut obtenir un liquide qui peut être séché, donc fixé au cytospray ou séché à l'air. Ensuite, on va colorer au MGG, May, Greenwald, Gimsa. Voici la technique de prélèvement. Donc, lorsqu'il y a une masse, donc on pique avec une aiguille, on tourne dans tous les sens, on descend et on remonte et on tourne jusqu'à ce qu'on voit qu'à l'intérieur, il y a du matériel. Ensuite, on l'étale sur une lame. Donc, vous voyez, ça, c'est la technique de prélèvement. Donc, au total, pour ce qui est donc des techniques, il faut savoir que la technique histologique est une étape clé dans le diagnostic. Elle débute par la fixation. La fixation est un impératif. Si vous devez sortir avec quelque chose des cours d'anapathe, c'est que la fixation est une étape cruciale. Si vous ratez votre étape de fixation, l'anatomopathologiste ne peut rien faire pour vous et ne peut pas vous aider pour aboutir à un diagnostic, puisque en fait, les cellules vont s'autolyser et on ne pourra rien voir. Donc, également, l'intérêt de cet examen anatomopathologique, c'est l'examen extemporané, puisqu'il aide donc dans la prise en charge thérapeutique en paire opératoire. L'examen extemporané, rappelez-vous, le prélèvement doit être frais, il faut que ça reste dans vos têtes. L'examen anatomopathologique, donc vous voyez qu'il est très important pour la prise en charge thérapeutique ultérieure. Voilà, j'en ai fini pour tout ce qui est donc pour ce qui est des techniques. On va essayer de. Est-ce que vous voulez poser des questions sur la technique en attendant que je recherche le fichier sur le fichier, mon deuxième fichier? Docteur Boussa. Oui, oui, j'ai une question, Anaya. C'est quel Oui, système ou la classification on doit connaître pour le dépistage des lésions du col? Il y en a fait 3 ou 4. c'est Bethesda. Bethesda de 2001. Elle n'a pas changé, c'est Bethesda. D'accord. Impérativement, si on vous pose la question, c'est Bethesda et pas autre chose. Mais moi, je vous ai mis les historiques parce qu'il se pourrait que dans des QCM, on vous mette toutes les classifications et que vous ne sachiez pas de quoi il s'agit. Mais il faut savoir qu'il y a eu celle de Papa Nicolas ou il y a eu celle de Richard, mais celle qu'on utilise, c'est le système de Bethesda. D'accord, D'accord? merci. Vous pouvez poser des questions, hein, moi je suis là pour vous. Hein. Alors, pathologie du col, on a dit. C'est un cours qui est très long, la pathologie du col, mais il faut connaître parce qu'en fait, il faut savoir que le col, quand même, représente le deuxième cancer de la femme. Donc, c'est le deuxième cancer en pathologie gynécologique après celui du sein. Et il a longtemps été le premier cancer, avant, bien sûr, l'avènement du dépistage. Lors de l'examen extemporané, on fixe les. J'ai pas toute la. Est-ce qu'on fixe les prélèvements? Ah non, c'est ce que je disais. Quand on a un examen extemporané, on ne doit pas fixer. On a dit pas de fixation, on doit adresser à l'état frais. Bon, ça c'est parti. Voilà. Ça doit rester à l'état frais. Attention, à chaque fois, examen extemporané à l'état frais. J'écoute. La conisation. Donc, on va en parler maintenant. La conisation, c'est quoi? Quand il y a une lésion au niveau du col. Donc, comment vous expliquer? Je vais vous faire un schéma. Je pense que ce sera plus simple. C'est quoi? Il y a une lésion au niveau du col. Par exemple, lorsqu'il y a une lésion HPV, c'est une femme qui est jeune, elle a encore besoin de son col. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a une lésion. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle une conisation. Une lésion ici. Regardez. Oh, vous ne voyez rien. Alors, en fait, la conisation. Pardon? On voit rien.
Euh, Oui, oui, non, mais c'est, pardon, vous savez, c'est en train de charger. Je suis en train de charger le cours sur le col. Donc, il est en train de se charger. Hmm. d'accord, docteur. Oui. C'est en table. Le col, d'accord. Le col, c'est un cours qui est long. Je vous ai dit que je ne voyais pas d'inconvénient. Alors, je repars sur la conisation. La conisation est une technique chirurgicale, mais c'est une technique chirurgicale à minima. Lorsqu'il y a une lésion qui est focale au niveau du col, par exemple les lésions de dysplasie ou de CIN, qu'elles soient de CIN 1 ou 2, donc ce sont des dysplasies, d'abord la dysplasie, les CIN 1, c'est une dysplasie légère ou une dysplasie de bas grade. Dans ces cas-là, le chirurgien, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'enlever tout le corps, le col, donc il va enlever une partie sous forme de cône. Donc il va être large au niveau tout autour de la lésion et en profondeur, il va enlever sous forme de cône pour ne pas enlever beaucoup de colle. Ensuite, il recolle les deux berges pour que ça cicatrise. Vous voyez, c'est pour préserver, si vous voulez, c'est pour préserver l'organe, pour ne pas altérer l'organe, surtout chez des femmes jeunes. Et en général, le pathologiste, qu'est-ce qu'il fait? Il va examiner en totalité cette lésion, il va voir si les berges sont atteintes ou pas, si la profondeur est atteinte ou pas, et en fonction de la réponse du pathologiste, le chirurgien pourra éventuellement, dans un deuxième temps, ajuster son geste. Là, ça prend du temps parce que c'est un cours qui est très long, la pathologie du col utérin. Et en général, les slides d'Anapat sont lourds parce qu'il y a beaucoup de photos. Je vous écoute. Vous pouvez poser des questions sur tous les cours. Je réponds à vos questions en attendant que ça se charge. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur tous les cours? Vous n'avez pas eu le temps. Oui. Vous pouvez poser des questions, je ne vous vois pas. Alors, je n'ai pas eu le temps. Oui, j'ai compris. J'avais compris, docteur Boussa, j'avais compris. Mais c'est pas grave, posez des questions. Vous avez fait déjà, j'ai vu le programme de gynéco. Alors, entre-temps, moi, je vais quand même anticiper. Je vais commencer à parler de la pathologie du col utérin. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le col utérin, le prérequis que vous devez avoir, c'est l'histologie. Pourquoi? Le col est fait de deux parties. Il y a une partie qu'on appelle exocol, qui est vers l'extérieur, qui se continue par le vagin, et vous avez l'endocol, qui se continue vers le haut avec l'endomètre. Alors, entre les deux, vous avez ce que je vous ai tout à l'heure montré, appelé la zone de jonction, qui est la zone de faiblesse, qui est la zone où vont se nicher les lésions précancéreuses. Alors, à l'histologie, l'exocole est bordé d'un épithélium dit malpigien. Et au niveau de l'épithélium malpigien, qu'est-ce que vous attendez à voir comme tumeur? Ce sont les carcinomes, donc les carcinomes épidermoïdes. Par contre, tout ce que vous allez retrouver au niveau de l'endocole, ce sont des tumeurs glandulaires, des adénocarcinomes. Est-ce que vous pouvez faire tous les restes de l'anapathe? Oui, mais je vous ai dit oui, oui. Je vais faire pathologie du col, pathologie du corps aujourd'hui, et jeudi, on fera ce qu'on pourra. Et même si je n'ai pas fini, on peut éventuellement convenir, pas la semaine prochaine puisque je vais être absente, mais la semaine d'après, on va convenir d'une autre séance de visioconférence pour pouvoir même répondre à vos questions. Ne vous en faites pas, je serai là pour vous aider jusqu'à la fin.
faites-vous à l'examen du délivre? L'examen du délivre, donc ce qu'on appelle, nous, le produit de conception, ou bien sûr qu'on le fait comme pathologiste, bien sûr qu'on l'examine. Alors, on fait l'examen donc ce qu'on appelle les suites, soit l'examen des suites de couches, c'est-à-dire le placenta, quand le gynécologue voit qu'il y a quelque chose d'anormal, donc il nous l'envoie. On l'examine aussi lorsqu'il y a une mort in utero pour essayer de trouver l'origine ou l'étiologie ou la cause de cette mort. Donc, ça peut être des causes, ça peut être différents types de causes. On peut également examiner lorsqu'il y a lorsqu'il y a une mort fétale, donc examiner les débris ovulaires et voir pourquoi il y a eu cette fausse couche. Donc, on va essayer d'examiner donc ce que vous appelez, vous, le délivre, pour essayer de voir le produit de conception, pour essayer de voir quelle est l'étiologie donc, de cette fausse couche. Ça peut être différentes étiologies, ça peut être des étiologies génétiques, par anomalie chromosomique, ça peut être aussi d'origine inflammatoire. Donc, suite à une toxoplasmose, une infection virale, bactérienne. Ça peut être aussi une origine donc une hypertension, voyez, donc une origine vasculaire. Donc, bien sûr qu'on le fait. Alors, on commence pour ce qui est, donc on va commencer par la pathologie du corps utérin. Donc, vous voyez qu'ici, c'est le docteur Yaker, qui est votre enseignante à l'hôpital militaire, qui était censée vous faire le cours sur la pathologie du col utérin. N'empêche, elle vous a fait quand même, il y a un support audio. Voilà, je continue. Alors, rappel anatomique, on l'a fait, donc c'était pour l'utérus. Donc, rappel anatomique, qu'est-ce que l'utérus? L'utérus, donc, il est piriforme, il a un fond, un corps et un col. Le col, donc, il y a deux parties au niveau du col, donc il y a l'endocole et l'exocole. Vous avez ce qu'on appelle les annexes, donc l'ovaire et la portion tubaire droite et gauche. Dans l'utérus, vous avez le fond, le corps et le col. Donc voilà, elle vous a bien montré. Donc ici, c'est une tranche de section. Alors, l'utérus est bordé. Donc, il y a une lumière utérine. Lorsqu'on fait une tranche de section, une lumière utérine. La lumière utérine, donc, elle est tapissée ou bordée d'un endomètre. Au niveau du versant cervical, donc, elle est tapissée d'un endocole. Au niveau du versant exocervical, elle est tapissée d'un épithélium malpighéen. C'est pour ça qu'on retrouve ici des carcinomes épidermoïdes et au niveau de l'endocole, des adénocarcinomes, donc endocervicaux, au niveau de l'endomètre, des adénocarcinomes de l'endomètre. Ensuite, donc, vous avez une couche donc, glandulaire, ensuite une couche musculaire que l'on appelle myomètre, épaisse, et bien sûr, le tout est tapissé d'une séreuse. Ça, c'est à la colposcopie, donc ce qu'on voit, l'orifice utérin. Rappel anatomique, là aussi, en train de vous expliquer cette fameuse zone de jonction, qui est une zone de faiblesse. Voilà, chez la femme jeune, donc vous voyez, cette zone de jonction, elle est à l'extérieur, parce que c'est une femme ici qui a accouché, donc le fait de pousser, cette zone de jonction qui est normalement ici, va être à l'extérieur, donc elle va être, vous voyez, c'est pour ça que chez la multipare, c'est un facteur de risque, parce que cette zone de jonction, donc c'est une femme qui a accouché à plusieurs reprises, la zone de jonction qui est censée être cachée à l'intérieur, protégée, elle se retrouve à l'extérieur, donc en contact avec l'extérieur, donc avec les infections, vous voyez, avec tout ce qui risque de transformer cette zone qui est déjà sensible, qui est déjà fragile. Chez la femme ménopausée, vous voyez, au contraire, ça remonte et l'orifice cervical est tout petit. Rappel histologique, endocole bordé de cellules endocervicales. Donc, vous voyez ici sur cette photo, l'exocole, vous voyez comme c'est épais. L'endocole, c'est juste cette couche.
entre les deux, vous avez ce qu'on appelle la zone de jonction ou la zone de transition, donc le passage abrupt, brusque d'un épithélium épais qui est protégé vers un épithélium qui est tout simple. Oui, elle n'est pas toujours accessible. Parfois, je vous ai montré, parfois chez la femme ménopausée, elle n'est pas accessible. Elle remonte, elle est aspirée vers le haut. Alors, voici donc l'épithélium malpigien qui est constitué donc ici de l'extérieur vers l'intérieur, de cellules superficielles, de cellules intermédiaires, de cellules parabasales et de cellules basales. C'est très important à connaître puisqu'en fait, quand il y a une infection, par exemple l'infection par le papillomavirus, l'infection va commencer au niveau des cellules basales et elle va remonter. Donc, vous voyez ici, le cul-de-sac vaginal, donc ici au niveau, par exemple, la zone de l'orifice cervical, il est là. Ici, c'est le repli du cul-de-sac vaginal. Vous avez ici l'épithélium, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'épithélium exocervical qui se continue avec l'épithélium du vagin. Et ici, la zone de transition, la zone de jonction qui se continue ici vers l'intérieur par un épithélium unistratifié, une seule couche de cellules cylindriques mucosécrétantes qui s'invaginent et qui vont donner des glandes au niveau du chorion. Et ici, la zone de jonction, vous voyez, c'est une zone de faiblesse. Voilà, épithélium exocervical, zone de jonction, épithélium endocervical. Donc, la glaire cervicale sécrétée par les glandes durant l'ovulation permet le passage des spermatozoïdes. Bon, ça, c'est un rappel physiologique. Les frottis, j'en ai déjà parlé. Donc, le frottis, son but, c'est de détecter à un stade précoce les lésions avant le cancer. C'est ce qu'on appelle les lésions précancéreuses, appelées aussi dysplasie ou CIN, cervical intraépithélial néoplasia. Plus accessoirement, d'ailleurs maintenant on ne l'utilise plus, on l'utilisait avant pour pouvoir avoir des renseignements sur le statut hormonal des patients et aussi pour retrouver les agents infectieux, quoique maintenant, on n'utilise plus le frottis pour cela, puisque pour rechercher les agents infectieux, on peut faire une étude bactériologique des pertes. Mais c'est surtout maintenant dépister les lésions précancéreuses qu'il est important de faire les frottis cervico-utérins. Donc, voici les conditions pour faire réaliser un frottis cervico-utérin. Je pense qu'on vous en a assez parlé au cours de vos séances de clinique. Donc, tout frottis doit être effectué à distance d'une toilette vaginale, donc à distance d'un rapport sexuel au moins 48 heures, en dehors des périodes menstruelles, un mois après le traitement antibiotique d'une infection. Et chez la femme ménopausée, on doit au préalable donner, puisqu'en fait, chez la femme ménopausée, vous avez bien vu tout à l'heure que l'orifice cervical était très fermé. Donc, si on voulait ramener cette zone de jonction, il fallait donner un traitement local œstrogénique sous forme d'ovule pour pouvoir rendre un petit peu ce col un peu plus trophique et qu'il s'ouvre un peu plus pour pouvoir faire rentrer la spatule ou la cytobrosse pour ramener cette fameuse zone de jonction. Voilà la technique de réalisation du frottis. Donc, le matériel, il faut placer un spéculum, être en contact avec le col et bien sûr utiliser des spatules, soit la spatule d'air, soit la cytobrosse. La technique donc conventionnelle, c'est ce qu'ils appellent la technique de Papa-Nicolaou parce qu'elle est colorée avec le Papa-Nicolaou. Donc, voici le matériel, des lames, deux lames, parce que maintenant on utilise une lame pour l'exocol et une lame pour l'endocol, pour être sûr d'avoir ramené la zone de jonction. Le fixateur, donc le cytospray ou le mélange alcool-éther ou la laque à cheveux, la spatule ou la brosse. Ça, c'est le matériel qu'on utilise. Voici donc la technique, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors ici, il y a un mot sur la technique en phase liquide. Donc la technique en phase liquide, c'est une technique automatisée. Donc je vous ai dit qu'on utilisait une brosse et que cette brosse devait être rincée dans un liquide fixateur. Voilà, elle permet donc d'obtenir, donc ça c'est la fixation, donc on doit impérativement, vous devez respecter la distance de 20 cm pour que les cellules ne tombent pas.
Voici, voilà. Ça, c'est un frottis en technique conventionnelle. Donc, vous voyez qu'on a étalé avec on a étalé avec la spatule ou la brosse. Et ici, on a obtenu un spot parce que par technique donc d'aspiration des cellules, donc par un gradient magnétique, les cellules sont aspirées dans l'appareil. Et on a un spot de cellules qui sont très faciles à examiner. Pour la technique en phase liquide, on a une seule lame. Pour la technique conventionnelle, on doit faire 2 lames exo-endo. Alors, les indications du frottis. Alors, comment faire le frottis? Il faut réaliser un frottis à un rythme triennal après 2 frottis normaux à 1 an d'intervalle, donc à partir de 25 ans, en fait, à partir des premiers rapports sexuels jusqu'à l'âge de 65 ans chez toutes les femmes asymptomatiques, non hystérectomisées et qui ont une activité sexuelle, qui ont une activité sexuelle active. La limite d'âge est de 65 ans. Elle s'explique par le fait qu'un suivi régulier sans anomalie jusqu'à cet âge permet d'éliminer donc la survenue d'un cancer ultérieur ou de lésions de CIN. Il faut éviter de faire les frottis en cas d'hémorragie génitale, c'est tout à fait normal, sinon vous allez avoir que du sang et vous ne pouvez pas voir de détails cellulaires. En cas d'infection, puisqu'il faut absolument traiter d'abord les infections. Il faut savoir que lorsqu'il y a une infection génitale, ça va altérer la taille des noyaux et on ne pourra pas faire la part des choses entre des cellules qui sont réactionnelles et des cellules qui sont réellement dysplasiques, donc précancéreuses. Donc, on doit impérativement d'abord traiter la patiente et refaire le frottis 6 mois après. Le résultat, donc, le frottis a une bonne sensibilité puisqu'il a été démontré que l'incidence du cancer du col a diminué depuis qu'il y a ces fameux programmes de dépistage, des programmes nationaux de dépistage du cancer, puisque vous voyez que le cancer du col les taux d'incidence ont diminué, que ce soit dans nos pays ou dans les pays industrialisés, et que c'est maintenant, bon, bien sûr, malheureusement, le cancer du sein. Et ça, c'est grâce à donc, tous les efforts, que ce soit des cliniciens, gynécologues ou sages-femmes aussi, puisqu'elles ont un rôle important, puisqu'en fait, la femme ne vient pas d'elle-même pour demander à faire un frottis, mais souvent, les jeunes femmes post-accouchées, elles vont souvent au centre de PMI pour demander la pilule. Donc, ce qu'elles font les sages-femmes, dans le cadre du dépistage du cancer du col, elles les prennent à ce moment, elles leur demandent de faire un frottis. Et bien sûr, une fois que le frottis est fait, la femme est habituée, elle reviendra pour refaire ses frottis 2 ans après, donc si le frottis est normal. Et bien sûr, c'est comme ça que se fait la surveillance. Donc, voici donc le fameux formulaire sur lequel on répond selon la nomenclature ou le système de Bethesda. Donc, c'est un système qui est universel. Donc, le monde entier répond de la même manière. C'est un système qui est uniformisé et c'est une nomenclature qui permet aux pathologistes et aux cliniciens, c'est-à-dire gynécologues et médecins généralistes, de parler le même langage. Voici le résultat. Donc, ce sont des cellules. Donc, vous voyez, les cellules roses, ce sont les cellules superficielles. Les cellules bleues, ce sont les cellules intermédiaires. Donc, ça, ce sont des cellules normales. On voit que la taille du noyau est tout à fait uniforme. Donc, voilà. Alors là, ce sont quelques cellules, quelques images qui vous montrent ce que c'est des cellules immatures. Les cellules basales et parabasales, elles ont un noyau un peu plus gros et un cytoplasme moins abondant. Mais les pathologies savent les reconnaître. L'endocole, donc vous voyez, ce sont des cellules, ça c'est le chorion. Vous voyez, ce sont des cellules, c'est une seule couche de cellules, les unes à côté des autres. Voilà ce qu'on voit, nous, à la cytologie. Ça, c'est la cyto, les cellules isolées les unes des autres. Et là, c'est l'histologie, c'est un tissu. Alors, voilà, pour qu'un frottis soit représentatif, il faut impérativement qu'il ait ramené la zone de jonction. La zone de jonction, sur une lame, on doit retrouver des cellules malpighiennes, donc des cellules de l'exocole, et quelques amas de cellules endocervicales, quelques cellules de l'endocole. Donc, si on retrouve les deux, ça veut dire qu'on est sûr d'avoir ramené cette fameuse zone de jonction ou zone de transition. Quelques images de bacille de Doederlein, donc je ne vois pas, bon,
bacille de Doderlein, qui est un bacille qui est saprophyte, qu'on retrouve à l'état normal chez la femme. Il n'est pas pathologique, donc ce sont des petits bâtonnets. L'actinomycète, donc qui est une infection, là on retrouve un aspect chevelu sur les cellules. Le candida, la candidose, donc c'est l'infection qu'on retrouve le plus souvent chez la femme, donc avec des pertes, un prurite, des pertes blanchâtres, lactescentes, un prurite. Et ce sont la candidose, ce sont les petites chaînettes qu'on voit ici, avec un bout rond rosé, donc typique d'une candidose. Le trichomonas, attention, le trichomonas, c'est une infection sexuellement transmissible. Là aussi, on peut le reconnaître sur le plan. Donc, souvent, on nous envoie un frottis dans le cas du dépistage et on tombe sur un trichomonas. Il faut absolument pouvoir le reconnaître et bien sûr le noter sur le formulaire de frottis pour que la patiente soit traitée. L'HPV. L'HPV, donc, c'est un virus. Les human papillomavirus, c'est un virus à ADN. C'est une grande famille où il y a plus de 100 types de recensés. Les HPV donc il y a deux groupes d'HPV, ce qu'il faut savoir. Il y a des HPV à bas risque, l'HPV 6 et 11, donc qui sont pas oncogènes, et d'autres HPV qui sont à haut risque oncogène, c'est-à-dire qui sont susceptibles de donner un cancer oncogène, tout ce qui a un rapport avec la cancérologie. Donc le 16, 18, 33, 45, tout ça, ce sont des HPV à haut risque. Les HPV 6, 11, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, des fois que sur le plan cytologique, nous on reconnaît l'HPV, mais je ne peux pas vous dire si c'est un HPV oncogène ou pas. Il faut aller un peu plus loin et faire ce qu'on appelle le typage viral, donc grâce à un appareil, retirer donc l'ADN du virus et voir quel type de virus il s'agit. Et lorsqu'on a typé le virus, on saura ce qu'il faut faire avec la patiente. Est-ce qu'il faut la surveiller? Est-ce qu'il faut lui faire une conisation? Ou bien il faut lui faire une colposcopie avec bien sûr une biopsie dirigée. Donc, en fonction des cas. Alors, l'infection à HPV se traduit au frottis. Donc, sur le frottis, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'il y a une infection HPV? On voit ce qu'on appelle une cellule. C'est une cellule qui est infectée par l'HPV. Cette cellule s'appelle le coïlocyte. Là, il faut le connaître. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qui manipule s'il vous plaît, laissez-le, ne touchez pas à la présentation. Laissez-moi continuer. Docteur Boussa, s'il vous plaît, laissez-moi. Oui, je Il y a ne peux pas, quelqu'un maman. qui. Il n'y a que vous Non, qui non, c'est pas pouvez. vous. Il y a quelqu'un qui. Là, c'est ce qu'on me dit. On me dit quelqu'un est en train d'utiliser. Attendez une seconde. Bah oui, puisque ça revient. Laissez-nous terminer. C'est un cours qui est assez long. Voilà. Donc, je continue. Donc, l'actinomycète. J'en ai parlé, donc un aspect chevelu sur les cellules. Le trichomonas, et j'étais sur l'HPV. Donc l'HPV, comme on le reconnaît sur le plan cytologique, c'est une cellule qui est infectée par le human papillomavirus et ça se traduit par une cellule qui a, voilà, c'est une cellule, vous le voyez ici, qui a un halo clair périnucléaire, donc très typique. On va retrouver d'autres signes indirects, mais c'est surtout le coïlocyte qui signe l'infection à HPV. Ça, c'est toujours de la cytologie, donc c'est l'HPV. Et cet HPV, on peut le voir aussi à l'histologie, puisque vous voyez ici l'épithélium exocervical. Et ce sont des cellules intermédiaires et superficielles qui sont infectées par ce virus. Donc, le virus va pénétrer au niveau de cette zone de faiblesse, au niveau de la zone de jonction. Il va aller directement dans les cellules basales. Il va les infecter. Ces cellules basales, elles vont maturer, elles vont devenir parabasales, ensuite elles vont devenir intermédiaires et elles vont devenir superficielles et
la cellule superficielle intermédiaire vont montrer donc qu'elles sont infectées par ce virus. Comment? Par cet aspect de cellule avec un halo clair périnucléaire. Donc, c'est une cellule qui montre qu'elle est dysplasique et qu'elle contient le génome du virus. La métaplasie, donc je vous passe. La métaplasie, en général, c'est un phénomène de réparation. Lorsqu'il y a eu érosion, l'épithélium, il va régénérer sous forme de métaplasie. La métaplasie malpighienne, c'est le remplacement d'un épithélium qui était, par exemple, endocervical par un épithélium qui devient malpighien. Donc, remplacement d'un épithélium par remplacement d'un épithélium normal par un autre épithélium normal, mais différent. Puisque, par exemple, une métaplasie d'un endocole qui va se changer ou devenir métaplasique et être remplacé par un épithélium exocervical. Alors, les asques, bon, on ne parle plus d'ascus, mais on parle d'asque-as. Asque, c'est une définition qu'on retrouve dans le système de Bethesda qui reconnaît donc qu'il y a plusieurs rubriques. Donc, je vous avais bien dit qu'il y avait une rubrique où on devait mettre une identification, on devait on devait interpréter le frottis, est-ce qu'il est interprétable ou pas, on devait donner un résultat. Le résultat dans les frottis, on doit déterminer est-ce que lorsqu'il y a des atypies, est-ce que ce sont des anomalies qui atteignent l'épithélium exocervical, donc l'épithélium squameux, ou l'épithélium endocervical, l'épithélium glandulaire. Lorsque ça atteint l'épithélium squameux, des fois, on n'arrive pas à dire est-ce que c'est une dysplasie, est-ce que c'est une infection à HPV, par exemple, puisque l'affection à HPV maintenant est devenue dans la nouvelle dénomination comme étant une dysplasie de bas grade. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à donner de diagnostic, on parle d'ASC-AS, atypie des cellules squameuses de signification indéterminée, atypical squamous cell of undetermined significance. Donc, on a cette chance de pouvoir mettre dans cette rubrique tous les diagnostics qu'on n'arrive pas à faire. Et dans ces cas-là, l'attitude, donc il y a un algorithme comment prendre en charge ces patientes. En général, ici en Algérie, nous on fait une colposcopie. Dans les pays industrialisés où où ils ont la possibilité de faire le typage viral, parce que chez nous ça coûte cher, on fait un typage viral et on voit est-ce que cette astuce est en rapport avec une lésion HPV ou pas. Exact. Exact, AD, c'est ça. Et là, les atypies de signification peuvent être indéterminées, atypical squamous cell, soit of undetermined significance, ou atypical squamous cell qui evocating high grade lesion, c'est-à-dire évoquant une lésion de haut grade. Et dans ces cas-là, souvent, on n'a pas assez d'arguments pour dire que c'est une dysplasie de haut grade. Donc, on parle d'atypie des cellules squameuses, mais qui évoque une lésion de haut grade. L'attitude dans ces cas-là, c'est de faire, si elle évoque une lésion de haut grade, on va faire une colposcopie avec une biopsie dirigée pour être sûr qu'on ne va pas passer à côté d'une dysplasie sévère ou ce qu'on appelle aussi une lésion de haut grade. Donc, vous voyez sur la diapo, sur la diapo de tout à l'heure, vous voyez que les noyaux étaient gros. Maintenant, atypie des cellules, donc AGC, c'est atypie des cellules glandulaires. Donc, en général, donc là, tout à l'heure, on parlait des atypies des cellules squameuses, c'est-à-dire des atypies des cellules de l'exocole. Maintenant, on va parler des atypies des cellules glandulaires. Donc, atypical glandular cell. Donc, dans ces cas-là, donc on voit que les noyaux sont gros, pas comme ici, regardez, ce sont des noyaux tout à fait normaux. Là, ce sont des noyaux qui sont beaucoup de plus grande taille, avec un rapport nucléocytoplasmique qui est élevé. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il y a? Il faut absolument différencier les atypies des cellules glandulaires
Est-ce que ce sont des atypies des cellules glandulaires endocervicales ou est-ce que ce sont des atypies des cellules glandulaires endométriales? Parce que l'attitude thérapeutique est différente. Donc, devant un frottis où il y a des atypies qui évoquent une lésion de haut grade et des atypies des cellules glandulaires, il est recommandé de faire une colpo et éventuellement une biopsie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, on va voir les lésions de bas grade et de haut grade dans le chapitre des dysplasies, puisqu'en fait, l'attitude thérapeutique est différente. Donc, pathologie d'abord, donc on est toujours dans le col, la pathologie inflammatoire. La pathologie j'arrive pas. Voilà. Alors, pathologie inflammatoire, on va commencer par ce qu'on appelle. Alors, l'inflammation, rappelez-vous, quand on parlait d'inflammation en troisième année, donc les inflammations peuvent être spécifiques ou non spécifiques. Et elles pouvaient être, lorsqu'elles étaient spécifiques ou non, ou elles pouvaient être aiguës ou chroniques. Donc, pour ce qui est de la pathologie du col, souvent les infections sont aiguës et non spécifiques, heureusement. Donc, les infections aiguës non spécifiques, elles peuvent être bactériennes ou mycosiques. Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur frottis. Les infections à Candida albicans, ce sont les infections les plus fréquentes. Elles peuvent être... Alors, on parle de frottis cervico-utérin et non plus de frottis cervico-vaginal. Excusez-moi, c'est une question qu'on me pose en même temps. S'il vous plaît, pourquoi on parle de FCU et non pas de FCV? On parle de FCU parce que maintenant, on ne fait plus de frottis au niveau du vagin. Ça ne sert à rien. Le frottis vaginal, on le faisait avant pour voir un petit peu le statut hormonal des patientes. Maintenant, il n'a aucun intérêt puisque maintenant, en faisant une prise de sang, on peut évaluer le statut hormonal des patientes. On fait directement les frottis cervico-utérins, puisque utérin qui a un rapport avec l'utérus, donc le col, puisque le col fait partie de l'utérus, et c'est pour déterminer, rechercher les lésions précancéreuses. Donc, je continue. Donc, bactériennes ou mycosiques, les infections, elles peuvent être chimiques ou physiques. Elles sont souvent, alors surtout physiques, quand on faisait, rappelez-vous, avant les interruptions de grossesse comme ça, traumatiques, avec un matériel, avec des aiguilles à tricoter. Donc, on traumatisait donc l'exocole. Elles sont souvent associées à une vaginite et sur le plan colposcopique, ce sont des plages rougeâtres qui sont très, très hémorragiques et qui peuvent saigner au contact. À l'histologie, on va retrouver toutes les caractéristiques d'une inflammation aiguë qui sont rougeur, œdème. Qu'est-ce qu'on va voir? La rougeur, c'est en rapport avec une congestion vasculaire. C'est important, congestion vasculaire. Infiltrat inflammatoire polymorphe. Rappelez-vous, quand on parle d'infiltrat inflammatoire polymorphe, on veut parler absolument de la présence de polynucléaires neutrophiles. Donc, la présence de polynucléaires neutrophiles et d'une congestion vasculaire et d'œdème signent et sont le témoin d'une infection aiguë. Les cervicites chroniques spécifiques, c'est la syphilis qui peut être primaire ou secondaire, c'est la tuberculose. Donc, sur le plan macroscopique, on a l'impression que c'est un polype, donc c'est un ectropion polypoïde. Et sur le plan microscopique, on va retrouver le fameux granulome épithélio-gigantocellulaire centré de nécrose caséeuse. Tant qu'il n'y a pas de nécrose caséeuse au centre, on ne pourra pas parler de tuberculose, mais de lésions tuberculoïdes. Autre type d'infection chronique spécifique, ce sont toutes les infections virales, ACMV, cytomégalovirus, à herpès, à HPV, à parasites. Pathologie tumorale. Alors, la bénigne, c'est surtout donc, les lésions bénignes du col.
Donc, celle qui dérive, donc il faut toujours, donc c'est pour ça que je vous ai dit pour le col, différencier l'exocole de l'endocole. Si je suis dans le revêtement malpigien, c'est-à-dire dans l'exocole, ce sera des papillomes qui sont des lésions bourgeonnantes en chou-fleur. Alors, une question en même temps. Le diagnostic de tuberculose, c'est l'histologie seulement. Non, ce n'est pas que l'histologie, mais l'histologie, c'est le diagnostic de certitude. Il y a l'IDR, donc pour la clinique, mais on ne peut pas traiter sur IDR. Et on a aussi la culture, on a la bactériologie. Donc, quand vous avec un écouvillon, ils peuvent prélever les pertes et faire une culture. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la culture prend du temps. Il faut au moins 21 jours pour faire la culture, d'autant que des fois, la lésion est bacillaire, donc ça prend du temps pour retrouver donc, le bacille. Par contre, si on fait une biopsie, au bout de 48 heures, on peut avoir un diagnostic en retrouvant donc cette fameuse lésion épithélo-gigantocellulaire avec nécrose caséeuse au centre. Donc, pas que l'anapathe, c'est la bactério et l'anapathe. Donc, les lésions au niveau de l'exocole, donc ce sont des papillomes qui sont tapissés d'un épithélium de type métaplasique. Bien sûr, cet épithélium, au niveau de cet épithélium, on retrouve des cellules qui sont infestées par l'HPV. Ce sont les coïlocytes. Je ne cesserai pas de parler de ce coïlocyte qui est une cellule intermédiaire ou superficielle entourée d'un halo clair périnucléaire et avec un noyau qui est très foncé, on dit qu'il est en tache d'encre. Pour ce qui est des lésions bénignes qu'on retrouve au niveau de l'endocole, c'est surtout les polypes. Ça peut être aussi d'autres types de lésions, des adénofibromes, des papillomes mullériens, de la métaplasie. Les papillomes mullériens, ce sont des vestiges, des lésions vestigiales, de la métaplasie tubaire. Donc, rappelez-vous qu'on retrouve surtout des polypes au niveau de la muqueuse ou du versant endo-cervical. On peut retrouver aussi au niveau de l'endocole des hyperplasies, donc des glandes, hyperplasie glandulaire endocervicale, des foyers d'adénomiose, l'adénomiose étant des lésions, alors l'adénomiose, ce sont des lésions où on va retrouver un épithélium, une muqueuse, plutôt une muqueuse endométriale à distance de l'épithélium de surface. On peut retrouver des kystes de Naboth. Les kystes de Naboth, ce sont des kystes, ce sont des glandes qui sont kystisées, des glandes endocervicales kystisées qui donnent un aspect comme si c'était un œuf. On parle de kystes de Naboth ou d'œuf de Naboth, donc qui bombent au niveau de l'orifice cervical. On peut retrouver aussi des lésions mésenchymateuses, que ce soit des lésions mésenchymateuses surtout au niveau de l'endocole, puisque l'endocole repose sur du myomètre. Ça peut être aussi donc des lésions de léiomium, donc léiomium qui est une tumeur musculaire lisse, rhabdomium, qui est une lésion du muscle strié. Je continue. La connexion est mauvaise, donc ça prend un peu de temps pour passer d'une slide à une autre. Donc, les dysplasies, donc on va passer aux lésions de dysplasie ou lésions précancéreuses du col. Donc, ce sont les lésions intraépithéliales, puisque en fait, ça reste cantonné à l'épithélium. On n'a pas dépassé ce qu'on appelle la membrane basale. Rappelez-vous la membrane basale qui sépare l'épithélium de surface du chorion. Donc, les lésions intraépithéliales de bas grade que l'on appelle CIN1 ou low cell intraépithélial lesion. Donc, ce sont des lésions intramalpighiennes de bas grade. Il s'agit d'anomalies de l'épithélium malpigien exocervical. Il peut s'agir donc de lésions HPV. Ça peut être de la métaplasie épidermoïde endocervicale dans les glandes. Donc, le diagnostic se fait
sur cytologie avec la mise en évidence des lésions cytologiques à type de lésion coïlocytaire, donc infection HPV, ou à type de cellules ici dysplasiques avec un noyau qui est plus gros, un peu plus gros que le cytoplasme. Donc, sur le plan histologique, la lésion intramalpighienne de bas grade est définie par deux critères. Par des lésions donc, de l'épithélium, par une désorganisation cytologique et architecturale. Donc, architecturale, comment? Normalement, l'épithélium, donc, il est bien stratifié, il y a couche sur couche. Mais quand il y a une désorganisation architecturale, on va voir que la couche la plus profonde, le tiers inférieur de l'épithélium, est désorganisé par rapport à la surface. Donc, lorsque cette désorganisation architecturale atteint le tiers inférieur de l'épithélium, on parlera de lésions intraépithéliales de bas grade, c'est-à-dire HPV ou dysplasie de bas grade ou CIN1 ou low SIL ou lésions intramalpighiennes de bas grade. Donc, tout ça, ce sont des dénominations qui se ressemblent. Pour ce qui est de la lésion intraépithéliale de haut grade, elle regroupe deux entités. C'est la CIN2, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant dysplasie modérée, dysplasie sévère. La dysplasie modérée est appelée maintenant CIN2 et la dysplasie sévère est appelée maintenant CIN3. Donc, tout ça, ce sont des high SIL, high grade squamous intraépithélial lesion, des lésions intramalpighiennes ou intraépithéliales de haut grade. Donc, la CIN2, la CIN3, dysplasie modérée et sévère. Comment on définit la CIN2, la dysplasie modérée? C'est une désorganisation de l'architecture qui atteint les deux tiers inférieurs. Rappelez-vous, la CIN1, c'est le tiers inférieur. La CIN2, c'est les deux tiers inférieurs. La CIN3, c'est toute l'épaisseur de l'épithélium qui est désorganisée. Donc, il existe une désorganisation architecturale qui atteint toute l'épaisseur de l'épithélium. Bien sûr, il y a aussi des anomalies cytologiques, c'est-à-dire des noyaux qui sont gros, volumineux, qui prennent de la place dans le cytoplasme. Donc, voici les correspondances histologiques de ces fameuses dysplasies. Donc, regardez l'épithélium normal. C'est bien rangé, les couches sont bien rangées. Lorsque cette désorganisation, regardez ces cellules, elles sont désorganisées. Lorsque ça atteint le tiers inférieur, on parlera de dysplasie légère ou de CIN1. Lorsque la dysplasie atteint ou la désorganisation de l'architecture atteint les deux tiers inférieurs, on parlera de dysplasie modérée ou de CIN2. Lorsque la dysplasie atteint toute l'épaisseur de l'épithélium, on parlera de dysplasie sévère ou de CIN3, voire même de carcinome in situ, si les anomalies cytologiques, c'est-à-dire les anomalies des noyaux, les mitoses anormales sont très importantes. Mais regardez bien, à aucun moment, cette membrane basale qui est là, qui soutient cet épithélium, n'est franchie. Dès lors que cet épithélium, cette membrane basale est franchie, on parlera de cancer invasif ou de cancer infiltrant. Tout ça, ce sont des lésions, tout ça, 1, 2, 3, tout ça, ce sont des lésions précancéreuses. Ça, c'est un cancer. Donc, quand on est là, on peut traiter. Là aussi, on peut traiter, mais ce sera beaucoup plus difficile. Ici, on traite et on guérit. Si on traite les lésions précancéreuses, la patiente guérit complètement. Par contre, si on laisse le stade invasif s'installer, si on n'a pas dépisté à temps par les frottis toutes ces lésions, le cancer va évoluer, il va pénétrer au niveau du chorion, et il risque de donner ce qu'on appelle des métastases et d'aller donc à distance du col. Donc, voici l'aspect d'un condylome. Donc, ça, c'est un aspect ce sont des aspects colposcopiques. Ça, c'est un condylome exophytique bourgeonnant. Ça, c'est un condylome plan. Il ne bourgeonne pas. Mais toutes les deux sont en relation avec une lésion HPV. Donc, la lésion HPV est une lésion de CIN1. C'est une lésion de dysplasie de bas grade.
Pour ce qui est de la pathologie maligne du col, donc on a les tumeurs épithéliales. Elles peuvent être malpighiennes lorsqu'elles atteignent donc l'exocole. Elles peuvent être glandulaires donc lorsqu'elles atteignent l'endocole. Et ce sont des adénocarcinomes. Dans les cas des tumeurs malpighiennes, ce sont des carcinomes épidermoïdes. Ça peut être des tumeurs mésenchymateuses, ça peut être aussi des tumeurs mixtes, donc les deux. Donc ça, c'est la classification donc, de l'OMS des tumeurs du col de l'utérus. Alors, quel est le rôle du pathologiste en pathologie tumorale du col? C'est la prise en charge, bien sûr, macroscopique. Alors, je lis la question. Hein. Les 3 types de CIN nécessitent une prise en charge ou bien que le... j'arrive pas à voir la suite. Alors, les 3 types de CIN nécessitent une prise en charge ou bien que le haut grade. Alors, ce qu'il faut savoir... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, vous avez un petit peu anticipé ce que j'allais dire, mais par exemple, une lésion de bas grade, une lésion HPV, il faut être sûr que c'est un HPV qui n'est pas oncogène, parce qu'on ne va pas s'amuser. En fait, dès qu'on trouvait une... Oui, alors je vais l'écrire. Hein. CIS, S, une high seal. Alors, je continue. Donc, la lésion de bas grade, en général, on ne la traite pas parce qu'elle peut régresser. La lésion de haut grade, il faut impérativement la traiter. Pourquoi? Parce qu'elle, souvent, elle ne régresse pas. Elle évolue vers le cancer in situ, voire vers le cancer infiltrant. Donc, il faut impérativement traiter. Une lésion de bas grade, des fois, on traite avec l'azote liquide, surtout si c'est une CIN2. Si c'est une CIN1, on peut temporiser. Donc, si c'est en rapport avec un HPV. Alors, l'attitude qu'on fait dans le cadre du dépistage du cancer du col, c'est que si on trouve une lésion HPV sur le premier frottis, on regarde, il y a de l'HPV. Donc, on répond HPV. On va contrôler la patiente 6 mois après. Si l'HPV persiste, on fait encore 6 mois. Si l'HPV persiste, on fait encore 6 mois. Donc, on la surveille comme ça tous les 6 mois pendant 2 ans. Si au bout de 2 ans, la lésion n'a pas régressé, on va faire un typage HPV. Si l'HPV est oncogène, donc on va carrément traiter la patiente. Donc, on va faire une colposcopie avec un test au Lugol et on va faire une conisation. S'il y a des patients qui refusent, et dans ces cas-là, avant, on brûlait les lésions avec l'acide acétique. Maintenant, on est revenu dessus, ils font des conisations. Par contre, si c'est une lésion de haut grade, on fait ce qu'on appelle une colpectomie. On enlève carrément le col. Si c'est une lésion de haut grade, et on regarde, est-ce qu'il y a des foyers de micro-infiltration ou pas. Mais en général, si on est sûr, c'est une lésion de bas grade, de haut grade, c'est-à-dire CIN3 ou CIS, on fait juste une colpectomie. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que le carcinome in situ, c'est une lésion de haut grade? Non. Non, parce qu'en fait, dans les lésions de haut grade, on parle de lésions de haut grade pour les CIN2 et les CIN3. Mais le carcinome in situ, c'est un cancer, sauf qu'il est cantonné à l'épithélium. Est-ce que c'est clair? Donc, il est cantonné, il est limité. Mais les lésions de haut grade, c'est le CIN, c'est CIN2 et CIN3. Alors, je continue. Donc, le rôle du pathologiste en pathologie donc, du col, pathologie tumorale du col, c'est la prise en charge macroscopique, bien sûr. Donc, on prend en charge les colpectomies, les conisations. On essaye de les couper de façon correcte parce qu'il faut savoir que quand on nous les envoie, pour être sûr qu'il n'y a pas d'infiltration ou s'il y a une infiltration, pour essayer de bien préciser aux gynécologues où se situe cette infiltration, en général, on nous oriente. On nous oriente comment, en précisant, par exemple, sur cette organisation, que, par exemple, là, c'est le haut, on est à 12 heures. Là, c'est en bas, on est à 6 heures. Là, on est à 3 heures. Là, on est à 9 heures. Et nous, en fonction de l'orientation, on précisera au gynécologue
où se situe la lésion. S'il y a une infiltration, il ira juste dans cette zone pour essayer de racler un peu plus. Donc, c'est ça le rôle du pathologiste en pathologie tumorale, donc avant qu'il y ait dans les lésions précancéreuses. Ensuite, dans les lésions cancéreuses, il faut qu'il précise le type histologique, c'est-à-dire dire si c'est un adénocarcinome ou c'est un carcinome épidermoïde. Il faut savoir que la prise en charge thérapeutique n'est pas la même. Si c'est un carcinome épidermoïde du col, on fera une curithérapie, donc une radiothérapie. Si c'est un carcinome, un adénocarcinome, en général, on fait d'abord une hystérectomie totale interannexielle avec curage ganglionnaire. Ensuite, on donnera une chimio, voire une radiothérapie. Donc, vous voyez que l'attitude est différente. Et bien sûr, la mise en évidence des facteurs histopronostiques, à savoir le stade de TNM, le grade, et ainsi de suite. Alors, on peut avoir, voilà. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est bien qu'elle ait mis ce schéma. Donc, voici la conisation. Donc, on enlève un bout de col. Et vous voyez qu'il est orienté. Donc, orienté en haut vers 12 heures. Donc, vous voyez ici, avec le fil, donc c'est 12 heures. Donc, en bas, c'est 6 heures. Par là, c'est 3 heures. À droite, c'est 9 heures. Vous voyez, ça, c'est l'orifice cervical. Et en général, ce qu'on fait, nous, donc chacun a sa technique de coupe. Mais nous, il y en a qui coupent comme ça en quartier. Il y en a qui coupent de cette manière, de façon sagittale, de façon à ce qu'on reproduise dans les 3 dimensions, si vous voulez, le col et qu'on puisse déterminer où se situe la lésion exactement. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une lésion là, blanchâtre. Donc, voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en quartier d'orange. Ça, on coupe et on détermine sur le plan profond et sur le plan latéral, est-ce que les limites sont bonnes. On peut avoir à étudier pour la pathologie tumorale la colpohystérectomie totale, la Shell. Donc, colpohystérectomie totale élargie avec lymphadénectomie, elle, pour lymphadénectomie. Et dans ces cas-là, donc, vous voyez, on a enlevé le col, on a enlevé l'utérus, les annexes, et on a fait aussi un curage ganglionnaire. Donc, ça, c'est la technique de coupe macroscopique. Ce qu'on fait, c'est on enlève, donc on ancre les limites extérieures pour qu'on voit si la tumeur arrive jusqu'à la séreuse. On enlève, on sépare le col de l'utérus, le col du corps, et on essaie de faire des coupes comme ça serrées pour essayer de localiser la lésion. Mais souvent, les tumeurs, elles sont tellement importantes au niveau du col qu'on les voit comme ça bourgeonnantes. Donc, c'est complètement évident. Donc, pour ce qui est des tumeurs épithéliales, donc on a les tumeurs malpighiennes, CIN3 et CIS, donc c'est surtout CIS, c'est le carcinome in situ. Donc, c'est une désorganisation architecturale et cytologique, surtout cytologie architecturale comme pour CIN3, très importante avec des anomalies franches, des mitoses anormales, sans franchissement. Ce mot est très important. Vous voyez ici, il n'y a pas de franchissement. Ici, c'est le chorion, ici, c'est l'épithélium, ici, c'est la lumière. Donc la membrane basale n'est pas franchie. Le carcinome épidermoïde, c'est la lésion donc, de l'exocole, c'est le carcinome de l'exocole, la tumeur maligne de l'exocole, deuxième cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde. Les facteurs de risque, c'est la multiparité, la multiplicité des partenaires, le tabac, les infections à répétition et surtout l'infection à HPV persistante, surtout l'infection à HPV 16-18, 33, 45, il y a d'autres souches. Le carcinome épidermoïde, il peut être micro-invasif. Donc, vous voyez ici un épithélium qui est dysplasique, il y a une CIS. Et vous voyez ici, ça c'est la membrane basale. Et là, vous voyez 2 boyaux dans le chorion, entourés d'un infiltrant inflammatoire. La distance ici entre l'épithélium, entre la membrane basale et ces 2 boyaux ne dépasse pas 5 mm. D'accord? 5 mm en profondeur et 7 mm en largeur, c'est-à-dire comme ça. Donc, 7 mm comme ça et 5 mm comme ça. Donc, dans ces cas-là, on parlera de carcinome épidermoïde micro-invasif. Pour être sûr que c'est micro-invasif, il faut inclure en totalité l'utérus.
Le carcinome épidermoïde infiltrant, donc c'est un carcinome malpighien qui est fait de grandes cellules malpighiennes. Ce sont des boyaux qui infiltrent le chorion et qui peuvent être centrés de ce qu'on appelle des lamelles de kératine agencées en bulbe d'oignon. On parle de globe corné. Donc, vous voyez ici, ça c'est un exocole. Ici, il y a une érosion. Et ici, regardez, il y a une invasion du chorion par des boyaux de cellules tumorales avec anomalie cytonucléaire. Les facteurs pronostiques du carcinome épidermoïde, c'est le grade histologique. Donc, dire, est-ce que ce cancer est bien, moyennement, on peut différencier. La différenciation alors, pardon, il y a une question qui m'est posée. Quelle est la différence entre CIN3 et CIS? Si vous aviez bien écouté tout à l'heure, j'ai donné la réponse. Le CIN3, c'est une désorganisation cytologique et architecturale qui atteint toute l'épaisseur de l'épithélium. C'est la même chose pour le CIS, sauf que pour le CIS, il y a beaucoup plus de mitose anormale, beaucoup plus d'anomalies, beaucoup plus importantes. Mais c'est toujours la même épaisseur qui est atteinte. C'est toute l'épaisseur qui est atteinte sans invasion, sans invasion de la membrane basale. Donc, je disais que c'est le grade histologique. Et le grade histologique, comment on peut le définir dans le carcinome épidermoïde? Le grade histologique, on le définit par la présence. Donc, une tumeur est bien différenciée lorsqu'elle ressemble à l'épithélium qui lui a donné naissance. Et une tumeur est bien différenciée dans le cas du carcinome épidermoïde lorsque les cellules présentent entre elles ce qu'on appelle des ponts d'union. Si on retrouve plus de ponts d'union, on dira que la tumeur est peu différenciée, voire moyennement différenciée. Donc, c'est la présence ou non de ponts d'union. Et la maturation, la différenciation dans la maturation, dans la fonction, c'est la fabrication de kératine. Donc, la cellule peut ressembler à la cellule normale et fabriquer de la kératine. Donc, on dira qu'il est kératinisant ou qu'il est mature. Et s'il n'y a pas de kératine, donc ces fameux bulbes d'oignon, ces fameux bulbes de kératine, donc au centre des boyaux, on dira qu'il est non kératinisant ou immature. Donc, la taille de la tumeur est aussi un facteur de pronostic puisqu'elle rentre dans la stadification TNM. La taille de l'infiltration en profondeur de la paroi cervicale aussi, elle rentre en considération. La présence ou non d'emboles vasculaires. La qualité de l'exérèse chirurgicale, est-ce qu'elle a été complète ou pas? Et bien sûr, le statut ganglionnaire, est-ce que les ganglions sont infiltrés ou pas? Tout ça, ça permet de donner le staging, le stade PTNM, qui est un facteur qui est le facteur primordial dans la stadification ou le facteur pronostic le plus important dans la prise en charge et dans l'évolution de ce cancer. Donc, il y a plusieurs variants, le carcinome basaloïde, verruqueux, épidermoïde papillaire. Ce n'est pas très important pour vous, ça. Alors, maintenant, je pense qu'elle est passée directement donc, à l'adénocarcinome. L'adénocarcinome sur le plan… Maintenant, je passe donc au versant endocervical. Je suis dans l'endocole. Je suis là où il y a un seul épithélium, une seule couche de cellules cylindriques. L'adénocarcinome invasif, voilà. Les tumeurs glandulaires, donc elle a commencé par l'adénocarcinome in situ. C'est comme le CIS pour le carcinome épidermoïde. Là, c'est un adénocarcinome in situ. Donc, vous voyez ici, c'est une glande normale. Et ici, cette glande, elle devient anormale. Les cellules il y a une pseudostratification et les cellules deviennent beaucoup plus basophiles. Par contre, on ne voit pas d'infiltration. Ici, c'est une glande qui est à côté, mais il n'y a pas d'infiltration du chorion, comme ici aussi, il n'y a pas d'infiltration du chorion. Il n'y a pas de franchissement, donc, de la basale. Sur le… Oui, la connexion est mauvaise. Donc, sur le plan macroscopique, la masse, on peut avoir des aspects macroscopiques exophytiques, polypoïdes, papillaires. La lésion peut être ulcérée, on peut retrouver juste une ulcération ou un nodule. Donc, c'est ce qu'on voit à l'œil nu lorsqu'on… ça, en général, c'est à l'examen colposcopique. Voilà.
pense que je n'ai pas une bonne connexion, donc ça commence à bugger. Est-ce que vous m'entendez, docteur Oui, on Boussa? vous entend. Désolée, parce que là, le slide ne veut pas passer. Oui, on vous entend, mais le slide est buggé. Oui, elle est restée statique, mais ça va venir. Ça doit être la connexion, je ne sais pas. Non, déjà que ce fichier, il est très lourd. Ça va venir. Donc, sur le plan macro, voilà. Alors, sur le plan histologique, il s'agit donc l'adénocarcinome, ce sont des glandes, ce sont plusieurs glandes. Et dans ces cas-là, là aussi, vous avez différents types histologiques. Ce sont des glandes qui sont tumorales, c'est-à-dire que ce sont des glandes qui deviennent adossées, elles deviennent nombreuses. Le noyau est basophile. Il y a des atypies, il y a des mitoses anormales. C'est ce qui donne la définition du cancer. Ici, ce sont les types histologiques. Donc, l'adénocarcinome endocervical peut être viloglandulaire, donc des villosités et des glandes. Il peut être de type mucineux, c'est-à-dire qu'il y a une sécrétion de mucine et ça peut être mis en évidence par le bleu alcyan. Voilà. Pourquoi ça passe pas? Voilà. L'adénocarcinome, il peut être aussi de type séreux, comme dans l'ovaire. Donc, on va retrouver des cellules claires avec des calcosphérites. Bon, ça, c'est pas tellement pour vous. Vous n'avez pas besoin de connaître les types histologiques. Vous devez savoir que dans l'exocole, c'est des carcinomes épidermoïdes qui peuvent être bien, moyennement, on peut différencier en fonction de la présence ou pas de pont d'union. Ou que dans l'endocole, ils peuvent être matures ou non. Dans l'endocole, vous allez avoir des tumeurs glandulaires, donc des adénocarcinomes qui peuvent être aussi bien différenciés ou moins bien différenciés. Donc, selon la présence ou pas de glandes au niveau de glandes, donc de glandes qui ressemblent aux glandes endocervicales. Autre tumeur épithéliale, c'est l'adénocarcinome adénosquameux. C'est quoi l'adénocarcinome adénosquameux? C'est la présence dans la même tumeur de glandes et de carcinome épidermoïde. Donc de glandes tumorales et de contingents épidermoïdes. Le carcinome adénoïde basal, bon ça c'est pas pour vous. Le carcinome adénoïde kystique qui ressemble au carcinome donc des glandes salivaires. Le glacis-cell carcinoma, c'est pas pour vous. On peut retrouver aussi un carcinome neuroendocrine. On peut retrouver même des tumeurs neuroendocrines parce qu'il faut savoir qu'il y a des petites cellules endocrines au niveau du col qui peuvent donner lieu à ce type de cancer. Et là, les tumeurs mésenchymateuses. Il y a les différents types de tumeurs mésenchymateuses qu'on peut trouver dans le col, c'est les tumeurs mésenchymateuses malignes. Donc, les bénignes, on a dit que c'était le léiomiome, la tumeur musculaire lisse bénigne. Et les tumeurs mésenchymateuses malignes, c'est le léiomiosarcome. Ce sont des faisceaux de muscles lisses avec des anomalies cytonucléaires. Alors, on peut trouver aussi, ça c'est une tumeur très importante, c'est le sarcome botryoïde, qui est le rhabdomyosarcome. C'est une tumeur qu'on retrouve chez l'enfant et l'adolescent, et chez la femme jeune, donc l'adolescente. La localisation, donc comme dans le nasopharynx, comme dans la vessie, ce sont des masses polypoïdes qui font protrusion dans l'orifice cervical. Et dans ces cas-là, on va retrouver ce qu'on appelle les rhabdomyoblastes. Ce sont des cellules rhabdoïdes, des cellules musculaires striées immatures qui sont globuleuses avec un cytoplasme abondant et un noyau qui est un noyau très atypique. Il faut absolument retrouver cette fameuse couche cambiale. Bon, ben, je ne vous demande pas de connaître impérativement les critères de définition, mais savoir que les tumeurs mésenchymateuses que le rhabdomyosarcome ou la sarcome botryoïde est une tumeur qu'on retrouve au niveau du col.
parce que le fichier est lourd. Donc en résumé, dans le col, savoir distinguer l'exocol de l'endocol, savoir dépister pour ce qui est de l'exocol les lésions précancéreuses, reconnaître la lésion HPV, savoir que c'est le frottis qui permet le dépistage, le cervico-utérin qui permet le dépistage. On dépiste quoi? On dépiste les lésions précancéreuses, puisque dépister ces lésions permet de guérir le cancer. Ça ne veut pas passer, ça m'embête. Est-ce qu'il y a des questions en attendant que ça passe? Ça ne veut pas passer. Est-ce que vous m'entendez, docteur Boussa? Oui, je suis là. Ça ne veut pas passer. Il ne reste pas beaucoup de slides pour la pathologie du col et ça ne veut pas passer. Vous pouvez Est-ce qu'il y a partager des... votre écran sur la diapo. Comment? Vous pouvez mettre partager du contenu et vous mettez votre écran directement, pas la diapo. Attendez. Vous choisissez moniteur 1. Allez. Rien ne veut fonctionner. Ça bug. Même quand je veux rechercher un autre fichier, ça ne veut pas venir. La colposcopie, ce n'est pas un examen anapathe. La colposcopie, c'est un examen. J'ai une question. J'ai une question qui m'a été posée. On me demande de réexpliquer la colposcopie. La colposcopie, qu'est-ce que c'est? C'est placer un spéculum et regarder le col à l'aide d'un colposcope, à l'aide d'un microscope. Mais c'est le travail d'un gynécologue, c'est le gynécologue qui pourra mieux vous expliquer que moi. Mais on place un microscope, on regarde l'aspect du col, mais on le regarde en détail. On regarde quoi? On regarde à travers la muqueuse la vascularisation. Si la vascularisation, à l'état normal, c'est une muqueuse qui est rosée. La vascularisation n'est pas très importante. Sachez que dès qu'il y a une tumeur, il y a une hypervascularisation. Pourquoi? Parce que les cellules tumorales ont besoin de se nourrir. Donc, elles ont besoin de beaucoup de vaisseaux. Donc, dès qu'il y a une hypervascularisation qu'on voit à travers la muqueuse, ça devient un peu anormal. Dès qu'il y a une tache blanchâtre, la tache blanchâtre témoigne d'une infection avec le papillomavirus. Il faut savoir que ça ne suffit pas. Les gynécologues vont plus loin et ils font ce qu'on appelle les tests avec l'acide acétique et les tests avec le glucose. Donc, ces tests permettent de localiser exactement la lésion HPV. Et éventuellement, donc, mais il faut savoir que ce n'est pas une technique qui est très au point parce que lorsqu'on fait ces tests, une lésion HPV peut ressembler à une lésion de métaplasie, qui est une lésion de cicatrisation. Donc, ils sont obligés de faire donc ce qu'on appelle une biopsie dirigée, une biopsie au niveau de cette lésion et de l'envoyer à l'anapathe pour pouvoir être sûr si c'est-à-dire de faire le diagnostic, de faire la part des choses. Est-ce que c'est une lésion HPV ou une lésion de métaplasie? Voilà, donc c'est une lésion qui se fait par les gynécologues et non pas par les... j'arrive à rien faire. Tout est...
Est-ce qu'on peut continuer sans la diapo ou là on s'arrête comme on s'arrête ici aujourd'hui? On reprend jeudi. En C'est fait, comme vous voulez. on a fait le tour de la question par rapport au col. Donc, le col, Mhm. c'est ce qu'il faut savoir. Là, ce sont des lésions, donc c'est ce que je disais. Le plus important, c'est de savoir quels sont les types de lésions bénignes qu'on retrouve au niveau de l'exocol. Donc, si vous avez retenu déjà que pour le col, il y a des lésions au niveau de l'exocol, il y a des lésions au niveau de l'endocol, c'est déjà beaucoup. Ce sont deux épithéliums qui sont différents, que les lésions les plus fréquentes, c'est les lésions de l'exocol parce qu'ils sont en contact avec le milieu extérieur, donc avec avec les agressions exogènes, avec les infections et ainsi de suite, donc les agressions physiques. Et dans ces cas-là, on a la lésion la plus fréquente, c'est la lésion HPV, qui donne donc ces fameuses, qui peut évoluer vers le cancer et donner donc par le biais de ces lésions précancéreuses qu'on peut dépister par le frottis cervico-utérin. Au niveau de l'endocole, ce sont des adénocarcinomes et dans ces cas-là, c'est comme pour l'endomètre, il faut le grader et le traitement, bien sûr, le traitement, c'est là. Alors, pour l'exocol, c'est un traitement à base de curithérapie. Pour l'endocol, c'est un traitement chirurgical. Voilà. Les autres tumeurs, ce sont des tumeurs mésenchymateuses. Il y a les tumeurs mixtes, donc les adénocarcinomes, les tumeurs, les carcinomes adénosquameux, donc qui regroupent les adénocarcinomes et les carcinomes épidermoïdes qui sont beaucoup plus rares. Les tumeurs mésenchymateuses, ce sont les léomyo, les bénins, donc léomyome, les malins, léomyosarcome et rhabdomyosarcome. Et puis voilà, donc les facteurs de pronostic, le facteur de pronostic essentiel, c'est la stadification PTNM qui repose donc sur la taille de la tumeur, le statut ganglionnaire, l'éventuelle présence de métastases à distance ou pas. Donc connaître le rôle du pathologiste et surtout, nécessité de faire ces frottis cervico-utérins. Alors pourquoi? Parce que rappelez-vous, le cancer du col, surtout le carcinome épidermoïde, son histoire naturelle est très longue. C'est-à-dire que entre le moment où il y a eu infection HPV et le moment où il y a un cancer invasif, il peut s'écouler jusqu'à 30 ans. Donc, on a le temps, pendant ces 30 ans, de pouvoir détecter les lésions à temps, les lésions précancéreuses, par ce frottis cervico-utérin qui est quelque chose de très, qui n'est pas coûteux, qui est très simple à faire. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour de la question pour ce qui est des lésions du col. Mais voilà, ça ne veut pas marcher. Vous voulez continuer le corps ou pas? Vous êtes fatigué. Ça ne vous intéresse pas, je pense, la... C'est comme vous voulez. Le Non, non, corps. c'est... Moi, je suis disponible. Mhm. Oui, quoi? Oui, madame, quoi? Oui. Oui, on continue. D'accord. Alors, je ne sais pas si je... Parce que là, ça bug. Donc, ce que je vous propose, c'est que je me déconnecte et que je revienne. Oui, vous utilisez le même lien. Oui, je reviens hein, au Hnaya sur mon ordinateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter. Voilà, le lien, il est là. Mettre en bas. Je vais... Il veut même pas... Même quitter, ça ne veut pas quitter. Ah, Voilà. C'est parti? Attendez, je vais revenir. Où est-ce qu'il est? ah, vous êtes encore là. Oui, oui, je suis là, donc peut-être que je peux revenir sans aller. Rejoindre.